Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau cours de géographie sur les espaces de faible densité à vocation agricole. Aujourd'hui, nous allons poursuivre le cours que nous avions commencé les fois précédentes et nous allons terminer ce cours puisque nous allons faire cette leçon 2 en 1 heure. Je vous rappelle que cette leçon 2, ça va être notre mise en perspective, c'est-à-dire que c'est comme si on allait dézoomer par rapport à nos deux études de cas de la leçon 1. Et maintenant, on va regarder de manière un peu plus large. Justement, j'aimerais que vous notiez le titre de cette leçon 2, qui est le suivant. De quelle manière les populations habitent-elles dans les espaces agricoles peu peuplés? Je répète, de quelle manière les populations habitent-elles dans les espaces agricoles peu peuplés? Et pour commencer, nous allons faire un premier exercice qui s'appelle Habiter un espace agricole de manière traditionnelle. Et j'aimerais que vous preniez votre carte, votre planisphère, des pages 204 et 205. On avait déjà étudié un peu cette carte les fois précédentes, on va la revoir un peu rapidement. Donc vous avez un premier figuré linéaire violet qui symbolise la limite entre les pays développés au nord et les pays en développement et émergents au sud. Vous voyez que c'est une limite qui est un peu, on va dire, presque idéologique, parce que si vous regardez, l'Océanie est un pays du sud, et pourtant, il est inclus dans ce qu'on appelle les pays du nord. Donc c'est-à-dire en fait que les pays du nord sont les pays développés, et les pays du sud sont dits en voie de développement. Vous avez aussi un premier figuré linéaire en forme de trétillé rose, qui va englober certaines parties. Alors c'est figuré linéaire, mais c'est presque un peu un figuré de surface, qui regroupe les zones où la population rurale est majoritaire. Souvenez-vous, rural, ça veut dire tout ce qui est à la campagne. Donc ce sont les zones où la population qui vit à la campagne est majoritaire. Et là, on peut mettre en évidence deux continents, l'Afrique et l'Asie. Ensuite, nous avons une deuxième catégorie de figurés qui met en évidence les agricultures vivrières, parce qu'on voit quand même qu'il y en a de plusieurs types. Vous avez un premier figuré de surface, jaune pâle, qui met en évidence l'agriculture vivrière à faible rendement. Qu'est-ce que c'est le rendement? C'est quand on parle de ce qu'est capable de produire cette agriculture. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un rendement élevé? Ça veut dire que ça produit beaucoup pour peu d'efforts. Ou est-ce qu'il y a un rendement faible? Ou alors est-ce qu'il y a un rendement faible, c'est-à-dire qu'il faut développer une grande quantité d'efforts pour pouvoir avoir une production correcte. Donc on a un figuré de surface jaune pâle qui met en évidence cette agriculture vivrière, donc faite pour vivre, à faible rendement. Et là, on voit majoritairement deux zones qui se profilent, c'est-à-dire une partie de l'Amérique du Nord, le sud du Mexique, et une partie de l'Amérique du Sud, plutôt le nord de l'Amérique du Sud. Et une autre partie du monde qui fonctionne majoritairement avec une agriculture vivrière à faible rendement, c'est l'Afrique, et particulièrement ce qu'on appelle l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire en dessous du Sahara. Même si toute l'Afrique subsaharienne n'est pas forcément dans ce cas de figure. Et puis on a aussi une petite partie de l'Asie, le sud de l'Asie, le sud-est de l'Asie. Ensuite, on a un deuxième figuré de surface, cette fois-ci jaune foncé, qui met en évidence l'agriculture vivrière, mais à fort rendement. C'est-à-dire qu'on peut très bien pratiquer une agriculture vivrière, mais qui produit beaucoup. Et là, c'est plutôt le cas dans l'Asie du Sud et l'Asie de l'Est. C'est-à-dire l'Inde, la Chine, etc. Une partie de la Thaïlande, le Laos, le Vietnam. Ensuite, on a un troisième figuré, vert clair, qui met en évidence l'élevage nomade. Et là, on voit que c'est avant tout le
nord de l'Afrique, avec une partie de ce qu'on appelle la Corne de l'Afrique. C'est la petite partie, ou la grande partie, ça dépend comment on voit les choses, qui se trouve à l'est. Et on a quand même une grande partie de l'Asie aussi, qui pratique un élevage nomade. Que ça soit la partie qu'on appelle plutôt le Moyen-Orient, le Proche-Orient, et un peu l'Extrême-Orient, c'est-à-dire la Mongolie par exemple, ou une petite partie de la Chine. Et enfin, on a un figuré de surface blanc, où on a une agriculture peu importante ou inexistante, et là on voit que c'est plutôt dans les pays froids, comme par exemple le Groenland, le Canada, ou encore une partie de la Russie. Mais on voit aussi que c'est là où on a des régions, au contraire, qui sont très chaudes, comme une partie de l'Australie, qui sont des régions désertiques, avec des chaleurs extrêmes, où on ne pratique pas l'agriculture, ou quasiment pas. Enfin, on a une troisième catégorie de figurés, qui met en évidence les différents types d'agriculture commerciale, avec un figuré de surface orange, qui met en évidence l'agriculture mécanisée à fort rendement. Mécanisée, ça veut dire qu'on utilise des machines pour s'aider. Ça apparaît, on va dire, après la Seconde Guerre mondiale. En France, la mécanisation, par exemple, de l'agriculture commence à apparaître dans les années 60. La population est majoritairement rurale, et on commence à avoir des machines qui vont aider et qui vont augmenter le rendement. C'est là, petit à petit d'ailleurs, qu'en France, on va avoir un premier exode rural. C'est-à-dire des gens qui vont quitter la campagne et qui vont aller vivre en ville. Parce qu'il y aura de moins en moins de travail à la campagne. Et on va avoir une inversion entre la population qui vit à la campagne et qui travaillent dans l'agriculture, et ceux qui vivent dans les villes et qui travaillent dans d'autres secteurs. Donc là, on voit que les régions du monde qui pratiquent ce type d'agriculture, on a une bonne partie des États-Unis, quelques pays d'Amérique du Sud ou quelques régions des pays, une majorité de l'Europe, quelques pays d'Afrique du Nord, au contraire aussi, mais vraiment très peu de pays d'Afrique subsaharienne, et puis quelques-uns dans le nord de l'Asie et un petit peu en Océanie, un petit peu en Australie. Donc c'est pas forcément des pays entiers, ça peut être des régions de pays aussi, où on va pratiquer ce type d'agriculture. Et puis après, on a en vert foncé un figuré de surface qui met en évidence l'élevage intensif. Et si vous regardez, ce sont généralement les mêmes régions où on va trouver l'agriculture mécanisée à fort rendement. De nouveau, une grande partie des États-Unis, mais aussi une partie du Mexique, une partie de l'Amérique du Sud. Vous savez, quand on mange de la viande qui vient d'Amérique du Sud, une grande partie de cette viande, elle est nourrie grâce au fait qu'on déforeste une partie de l'Amazonie, c'est-à-dire on va couper beaucoup d'arbres d'Amazonie, parce que ça pousse très bien là-bas, les plantes, et on va planter par exemple du soja, qui va servir à nourrir les bêtes, et à ce qu'elles prennent beaucoup de masse assez rapidement, pour qu'on évite de devoir les nourrir trop, et que ça soit un rendement efficace. Donc, souvenez-vous, hein, et puis même quand on mange parfois de la viande qui a été élevée ici, c'est parfois nourri avec du soja qui vient de là-bas. Puis après, on a une partie de l'Afrique du Sud aussi qui pratique l'élevage intensif, une partie de l'Europe et une partie de l'Asie et une grande partie de l'Océanie. De l'Australie, on a par exemple beaucoup d'agneaux qui viennent de là-bas, ou de moutons. Et enfin, on a une dernière catégorie qui sont les conséquences sur l'environnement. Et là, vous avez des figurés linéaires avec des triangles qui mettent en évidence des fronts pionniers. Et qu'est-ce que ce sont les fronts pionniers ? Ce sont des conquêtes de nouvelles terres agricoles. C'est-à-dire des endroits où on va aller déforester, comme je vous disais, une partie,
et on va aller enlever des arbres, enlever de la forêt, tout couper, tout raser, pour aller planter et faire de l'agriculture intensive à ces endroits-là. Vous voyez, un des fronts pionniers, il est noté, c'est par exemple dans l'Amazonie. On a aussi une partie en Afrique, vers le Congo, vers le Cameroun et vers le Gabon. Toutes ces parties-là. Et vers la République centrafricaine. Et ça, forcément, comme on l'a déjà vu, ça a des conséquences sur l'environnement. Je ne vous rappellerai pas vos cours de SVT, mais je pense que vous vous en souvenez. On a besoin des plantes qui pratiquent la photosynthèse, puisqu'elles vont capter le CO2 et qu'elles vont rejeter de l'oxygène. Ce ne sont pas les seules à le faire, hein. Par exemple, on a le plancton qui va le faire dans l'eau, mais dans les forêts, on a une grande partie de l'oxygène qu'on respire qui est fabriqué grâce à la photosynthèse des plantes. On estime que c'est à peu près aujourd'hui à part égale entre le phytoplancton et les forêts. Bien. Alors, on va garder comme trace écrite la chose suivante. On voit que de nombreux agriculteurs habitent des espaces peu peuplés qu'ils mettent en valeur grâce à l'agriculture vivrière, surtout en Afrique et en Asie. Si vous comparez cette carte à une autre que nous avons déjà étudiée et qui se trouve à la page 195, on voit bien que tous les endroits, ou en tout cas une majorité des endroits où on pratique l'agriculture vivrière, ce sont des endroits où il y a une faible densité de population. Et les agriculteurs donc mettent en valeur ces espaces. Les difficultés sont grandes, les surfaces cultivées sont petites et le matériel agricole mécanisé souvent inexistant. Certains partent en ville pour avoir une meilleure vie. Vous prenez l'exemple qu'on avait vu dans notre séquence précédente sur les nomades qui viennent de Mongolie. On a une grande partie d'entre eux qui aujourd'hui arrêtent de pratiquer l'élevage nomade et qui vont par exemple aller vivre à la capitale, à Oulan-Bator. Si on prend d'autres cas, par exemple au Sahel, au Sahel sénégalais, on a une partie aujourd'hui qui par exemple ne peut pas forcément vivre de l'élevage nomade et qui va aller habiter dans les villes. C'est pareil aussi pour l'agriculture vivrière. Et cela va nous amener à notre exo 2, habiter un espace d'agriculture intensive. Si vous prenez la page 199, en bas de la page, vous avez un schéma. On part de l'élevage intensif et on va avoir deux flèches qui vont partir de cet élevage intensif. En vert, c'est tout ce qu'il y a de bénéfique dans l'élevage intensif, et en bleu, ce sont les inconvénients. Alors on regarde, par exemple, l'élevage intensif fait vivre de nombreux acteurs. Quand on parle d'acteurs, ce n'est pas des acteurs de cinéma ou des acteurs de série. Les acteurs, c'est ceux qui agissent, donc ceux qui participent. Ça va être les agriculteurs, par exemple, pour l'élevage intensif, ça va être les éleveurs, même si on a vu que ce sont presque des businessmen en fait. Mais il n'y a pas qu'eux aussi qui vont vivre grâce à l'élevage intensif. On a aussi ceux qui produisent les plantes pour nourrir ces bêtes. On a les employés de ces feedlots, ceux qui vont soigner les bêtes, ceux qui vont donner des médicaments, voilà, tous ces employés-là. Et puis après, on a les employés des abattoirs qui vont vivre grâce à l'élevage intensif. Et puis, au bout de la chaîne, on va avoir l'industrie qui transforme la viande, soit qui va transformer la viande en steak, en entrecôte, en pièces de viande que nous on va aller acheter au supermarché, mais aussi qui va transformer ça avec des produits préparés, les produits que vous achetez par exemple, les plats tout faits, qui sont à base de viande. Eux aussi donc vont fournir
les entreprises qui vont faire des plats préparés, et puis il y a aussi les clients des restaurants. Ce sont ceux qui sont au bout de la chaîne, et donc ça va faire vivre des restaurants. Donc vous voyez, il y a de nombreux acteurs qui vivent grâce à l'élevage intensif. Et donc ça permet une production commerciale grâce à toutes ces étapes de l'élevage intensif. En revanche, si vous regardez à la ligne d'en dessous, l'élevage intensif, il nécessite une forte concentration d'animaux. Si vous avez regardé la petite vidéo que je vous avais envoyée, l'extrait d'émission de Capital, vous voyez que ça a des conséquences, cette forte concentration d'animaux. Que ça soit sur nous, mais aussi sur eux. C'est une notion qu'on aborde de plus en plus maintenant quand on parle de l'élevage intensif, et qui est le bien-être de l'animal, qui est totalement mis de côté dans ces élevages intensifs. C'est-à-dire que ce ne sont pas des agriculteurs qui aiment leurs bêtes qui vont s'occuper de ces animaux, mais ce sont des hommes d'affaires qui voient à la fin de l'argent que peuvent leur rapporter ces animaux. Donc, il n'y a pas besoin de leur donner de l'affection, il n'y a pas besoin de bien les traiter, il y a besoin de les traiter correctement pour qu'à la fin, on ait un maximum d'argent grâce à cette bête. Et ça a des conséquences aussi sur nous, puisque on voit que dans ces feedlots, par exemple aux États-Unis, on leur donne des antibiotiques, des hormones de croissance. Et ces bêtes qui sont surpeuplées dans un enclos, eh bien, elles vont avoir beaucoup de déjections. Des déjections, ça veut dire qu'elles vont faire beaucoup caca. Voilà, pour dire autrement. Et le problème, c'est que quand c'est fait dans un grand espace, la Terre, elle a le temps d'absorber petit à petit. C'est comme si vous prenez une éponge, vous la mouillez, vous mettez une goutte. Et puis entre chaque goutte, vous laissez sécher. Eh bien, elle peut absorber une grande quantité d'eau puisque ça va sécher petit à petit. En revanche, si cette éponge, vous la mettez sous l'eau et que vous ouvrez à fond, l'éponge va être très vite saturée en eau et après, ça va déborder. Elle ne peut plus rien retenir. Et ça va couler dans votre évier, si vous avez fait ça au-dessus d'un évier, j'espère. Eh bien, sauf que l'évier qui est en dessous de nos terres, ça s'appelle les nappes phréatiques. Et ces nappes phréatiques, c'est souvent l'eau que l'on boit. C'est de l'eau pure, potable, douce, que l'on va boire. Et ça va donc, on va donc retrouver beaucoup de produits chimiques que les bêtes ont ingérés dans ces nappes phréatiques, que nous allons boire après. Ça veut dire qu'on va retrouver des antibiotiques alors qu'on n'est pas malade, et c'est pas bon pour la santé de prendre des antibiotiques quand on n'est pas malade. Ça fait qu'au bout d'un moment, les bactéries, elles vont devenir résistantes à ces antibiotiques. Ensuite, deuxième chose, on va retrouver des hormones de croissance, par exemple. Et ces hormones de croissance, on ne sait pas les conséquences que ça peut avoir sur nous. Une chose qui est mise en évidence de plus en plus, c'est que ces hormones de croissance, prises à des moments en dehors du moment où on doit grandir, c'est-à-dire par exemple à votre âge, eh bien ça pourrait développer des cancers. C'est une des possibilités. On en a de plus en plus de preuves. Mais ça, après, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est pour ça, par exemple, qu'en France, les antibiotiques sont interdits. On n'a pas le droit de donner des antibiotiques comme ça et des hormones de croissance à ces animaux-là, pour éviter de polluer les sols. Par contre, les déjections, il y a d'autres choses à l'intérieur, comme vous avez pu voir dans la vidéo que je vous avais envoyée, qui sont présentes naturellement, mais qui en trop grande concentration vont quand même avoir tendance à saturer le sol. C'est pour ça qu'on évite de faire des élevages intensifs, comme on peut voir ces feedlots, c'est-à-dire qu'ils vont être très concentrés, mais quand même beaucoup moins intensifs qu'on peut voir aux États-Unis. Et on peut noter la trace écrite suivante. Dans les pays développés, comme par exemple aux États-Unis, ou en voie de développement, comme par exemple au Brésil, la mécanisation et l'emploi de produits chimiques permet de grands rendements pour nourrir tout le monde, entraînant un grand exode rural. C'est-à-dire des gens qui partent de la campagne pour aller vivre en ville
parce qu'ils n'ont plus de travail, parce qu'on emploie des machines pour les remplacer, pour avoir plus de nourriture. Il s'agit surtout d'une agriculture commerciale, pour nourrir les populations urbaines. Cependant, cette grande concentration d'animaux augmente le niveau de pollution. Dites-vous une chose, par exemple, en France, depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a plus jamais eu de famine dans le pays. Avant, il y en avait eu, parfois à cause du climat, à cause de plein de choses, peut-être à cause d'insectes ou de maladies dans les plantes ou chez les bêtes. À partir de là, il n'y a plus jamais eu de famine en France. Grâce aussi à la mécanisation de l'agriculture, mais on voit que cela a quand même des conséquences. Et cela nous amène à notre leçon 3, de nouvelles manières d'habiter l'espace agricole. Et donc, si vous avez bien compris, aujourd'hui ce qui compte dans beaucoup de pays, c'est le rendement. C'est le fait qu'on ait vraiment un maximum soit de viande, soit de plantes, enfin bref, un maximum de nourriture pour un effort qui soit pas trop grand. Ou en tout cas vraiment que ça produise beaucoup par rapport à la surface qui est employée. Et donc tous les espaces qui sont peu productifs, eh bien, ils ont été petit à petit abandonnés. Et le but, c'est de retrouver une fonction à ces espaces. Ça, de toute manière, c'est une notion que vous reverrez beaucoup plus en détail en troisième. Mais il faut retrouver un peu une fonction parce qu'il y a certains espaces où il y avait beaucoup de vie. Par exemple, des villages en France où il y avait beaucoup de vie dans les années 50-60. Et puis petit à petit, il y a eu un exode rural. Et ce sont des espaces qui aujourd'hui n'ont quasiment plus d'habitants. Et ça veut dire que ces villages, ces espaces cherchent à faire revenir du monde. Alors par exemple, on va faire venir des agriculteurs qui vont pratiquer l'agriculture biologique dans ces espaces. Et puis, une autre chose que l'on va pratiquer, c'est le tourisme rural. Soit on va inventer des nouvelles activités dans ces endroits-là, que les touristes peuvent venir faire, soit alors on va vraiment miser sur l'aspect campagne et sur l'aspect détente, presque dépaysement, pour faire venir les touristes. Le problème, c'est que parfois, ça entraîne des conflits avec les différents acteurs et les différents utilisateurs de ces espaces. C'est-à-dire des conflits peut-être entre les touristes et les agriculteurs, ou les touristes et les habitants des villages. Et puis, il y a aussi une dernière catégorie de personnes qui vont habiter de manière nouvelle l'espace agricole. C'est des citadins, donc des gens qui vivaient dans les villes, qui ont décidé de venir vivre à la campagne parce qu'ils pensaient qu'on pouvait trouver un meilleur cadre de vie. Et ces personnes-là, on les appelle des néo-ruraux. Et vous en connaissez, je pense, quasiment tous au moins un exemple. Pour ceux qui connaissent l'émission Scène de ménage sur M6, je prends toujours cet exemple, parce qu'en général, à votre âge, vous regardez de temps en temps. L'émission Scène de ménage sur M6, il y a un des couples, c'est le couple entre le prof d'histoire Fabien et la directrice d'un magasin de bricolage, Emma, qui ont une petite fille d'ailleurs. Et ce couple était justement un couple de personnes qui habitaient en ville, qui avaient une vie un peu, on va dire, branchée, c'est-à-dire, voilà, ils avaient des amis, ils aimaient bien sortir, voilà, ils vivaient probablement comme un couple de jeunes trentenaires ou fin de la vingtaine qui vivaient, voilà, bien. Et ils ont décidé de s'exiler à la campagne pour avoir un meilleur mode de vie, pour élever leur fille, puisque quand ils arrivent, la fille est tout bébé. Et ces personnes-là, ce sont donc des néo-ruraux. Ils ne connaissent pas forcément tous les codes de la campagne. C'est pour ça que parfois, il y a des aspects un peu humoristiques
qui sont mis en avant dans la série, quand par exemple Fabien, qui ne connaît pas forcément tous les codes de la campagne, va se retrouver face à des chasseurs, qu'il ne connaît pas forcément la manière de s'adresser à eux, dans le sens où il va avoir une autre manière de parler, ou il va avoir des autres gestes, et puis leur petit village qui a l'air d'être vraiment tout petit, puisque dans un des épisodes, ils vont dire que il y a un embouteillage et que c'est une chose extraordinaire. Il y avait 3 voitures qui ont fait un mini bouchon dans le village à 4 heures de l'après-midi. Voilà. Donc on voit que c'est vraiment une manière de vivre très différente de ce qu'ils connaissaient avant. Et ça aussi, ça peut entraîner parfois des conflits avec les utilisateurs traditionnels de ces espaces-là. Maintenant, nous avons donc terminé cette séquence. Vous savez que demain, vous avez le DS sur cette séquence ainsi que sur la séquence précédente de géographie. Ce seront avant tout des questions de compréhension et pas des questions de connaissance, puisque de toute manière, je sais que vous êtes à la maison, donc vous avez les cahiers, Internet, vous avez le manuel qui est pas loin. Donc moi, ça m'intéresse pas forcément vos connaissances pures. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous avez bien compris. C'est pour ça que je me suis permis de voir des nouvelles choses jusqu'à aujourd'hui, parce que de toute manière, c'est comme si j'avais fait une sorte de tâche complexe ou de tâche finale à la fin de l'heure. Voilà. Donc, je vous souhaite de bien relire ce soir un petit peu pour demain. Et n'hésitez pas à me poser des questions, je vous le rappelle, soit sur Postclass, soit en commentaire de cette vidéo. Je vous souhaite un bon courage et à très vite.